Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va être mon bilan lecture du mois d'août, et j'ai quand même pas mal lu au mois d'août, donc je suis quand même super contente de vous présenter 6 livres dans cette vidéo. Donc je commence tout de suite parce que sinon ça va durer 1000 ans avec 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty aux éditions Albin Michel. Alors ce livre je me le gardais exprès pour les vacances parce que déjà la couverture fait hyper estivale, et on va suivre donc 9 personnes qui vont aller faire une cure de 10 jours dans un centre de bien-être, de détox, spa, etc. Donc on va surtout suivre Frances. Alors c'est pas vraiment notre personnage principal parce qu'on a des points de vue qui s'alternent en fonction des différents personnages, mais on commence l'histoire avec Frances, qui est une romancière à succès qui a plus de 50 ans et qui commence à sentir le vent tourner dans sa vie, dans sa carrière. Elle a 2 divorces à son actif, elle vient de subir une arnaque sentimentale sur internet. Il y a son nouveau livre qui vient d'être refusé par son éditrice. Elle a l'habitude d'écrire des romans sentimentaux, des romances en fait, qui se lisent bien d'habitude. Elle a beaucoup de succès, mais là ça commence à retomber un petit peu, les gens se lassent, bon, ils ont envie d'autre chose. Et donc du coup elle est vraiment un peu au bout du rouleau. En plus de ça, il y a la ménopause qui vient s'ajouter à tout ça. Donc elle se dit, bon, ben, je vais aller faire une cure de bien-être dans ce fameux centre qui s'appelle Tranquillum House et qui est tenu par une femme un petit peu gourou bien-être, Masha, qui a des méthodes un petit peu bizarres. Et donc Frances, une fois arrivée sur place, elle va faire la rencontre des 8 autres personnes. Alors elle va rencontrer notamment Jessica et Ben, qui est un couple de jeunes mariés mais qui sont pleins aux as en fait, mais on sent bien qu'ils sont pas nés avec une cuillère en or ou en argent dans la bouche, et que leur fortune est assez récente, et voilà, ils sont un peu des stéréotypes de bimbo et de Ken quoi. Barbie et Ken, elle qui est obsédée par les réseaux sociaux, par l'apparence physique, lui qui est obsédé par sa voiture de sport. Elle va faire aussi la rencontre, Frances, de la famille Marconi, donc le père, la mère et la fille Zoé qui a 20 ans. Et elle se demande pourquoi une jeune fille de 20 ans vient faire un séjour de vacances bien-être avec ses parents. Elle trouve ça un peu bizarre. Surtout qu'elle a l'air plutôt équilibrée, la Zoé. Et puis il va y avoir d'autres personnes, mais elle va pas avoir le temps en fait de faire plus ample connaissance, puisque la première règle en fait, quand elle va arriver, c'est que les 5 premiers jours de ces 10 jours de cure vont être placés sous le signe du noble silence. C'est une décision de Masha, donc la directrice, où en fait ils n'ont plus le droit de parler, ils n'ont pas le droit de se regarder dans les yeux, etc. Donc aucune communication entre eux. Déjà, dès le départ, on sent que c'est un peu bizarre, voilà, c'est à la limite entre le bizarre, mais tu peux pas mettre le doigt vraiment dessus sur ce qu'il y a d'étrange en fait dans ce centre de bien-être. Frances, déjà elle est dégoûtée parce qu'elle avait essayé de mettre en douce dans ses valises des marchandises un peu clandestines comme du chocolat, du vin, etc. Ils se font confisquer toutes ces choses en arrivant. Ils doivent boire des smoothies à longueur de temps. Ils font un jeûne, etc., des séances de méditation, de yoga, enfin plein de trucs comme ça. Ils n'ont pas le droit de parler, et juste avant en fait que les cloches du noble silence ne retentissent, Frances est avec la masseuse puisqu'elle a mal au dos. Et Jan, la masseuse, a à peine le temps de lui dire avant que les cloches sonnent qu'elle ne doit pas faire quelque chose contre son gré, que voilà, si elle n'a pas envie de faire un truc, elle le fait pas. Et sur ce, plus possibilité de parler. Donc déjà ça te met dans une ambiance un peu bizarroïde. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture. C'était frais, c'était rafraîchissant, mais en même temps ça aborde des sujets quand même assez durs, puisque chaque personne qui vient faire cette cure de bien-être, ben, ils ont chacun leur problématique de vie. Donc on a bien sûr Frances avec la ménopause, l'arnaque sentimentale, le fait qu'elle se remette en question face au vieillissement, la perte un petit peu de la reconnaissance et du succès. On a aussi des thématiques comme le deuil, comme le suicide, comme la drogue, comme les réseaux sociaux aussi. Il y a énormément de thématiques, l'acceptation de soi, le rapport aux autres, enfin il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, et je trouve ça vraiment chouette que l'autrice nous mette dans les baskets en fait de tous ces personnages, puisqu'on a cette alternance de chapitres avec des points de vue différents, et du coup voilà, on se met à la place de ces gens qui ont ces problématiques là. Alors peut-être que nous on les a pas dans notre vie, mais au moins se mettre
à leur place, ça nous permet vraiment de mieux comprendre et de développer un petit peu notre empathie sur ces sujets-là. Et c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup la plume de Liane Moriarty. Moi, je l'avais déjà découvert dans Le Secret du Mari, que j'avais bien aimé, dans cette ambiance un petit peu Desperate Housewives. Elle est quand même spécialisée dans tout ce qui est roman à suspense, un peu domestique. J'avais pas lu Petit Secret, Grand Mensonge, mais j'ai vu la série Big Little Lies qui est tirée donc de ce livre, avec notamment Nicole Kidman, Reese Witherspoon. Je crois qu'elle passe en ce moment en plus sur TF1, donc n'hésitez pas à la regarder, elle est vraiment bien cette série, un peu thriller, dans cette ambiance un petit peu mère de famille, dans un quartier un peu huppé. C'est plutôt chouette. Et là j'ai beaucoup aimé aussi le côté très rafraîchissant, très piquant, avec cet humour qu'a Liane Moriarty, très actuel et très un petit peu cynique, un petit peu piquant, enfin c'est pétillant, vraiment c'est vraiment une lecture fraîche, parfaite pour l'été, à lire au bord de la piscine ou sur la plage, c'est vraiment idéal. Après, c'est jamais des gros coups de cœur de waouh, de malade. Après, cela dit, j'avais pas du tout vu venir le twist. Vraiment, il y a un truc au milieu du bouquin, tu sens dans cette ambiance depuis le départ qu'il va se passer un truc chelou. Et quand ça arrive, je m'y attendais tellement pas et c'était vraiment chouette. Voilà, pas un coup de cœur parce que ça reste toujours, je sais pas, ça reste un peu léger tout ça, mais franchement c'est un peu des lectures doudou, des lectures feel good où tu passes un bon moment, mais tout en abordant des thématiques quand même assez dures, assez actuelles, enfin voilà, qui apportent une réflexion sans pour autant apporter un jugement de valeur en fait. Je trouve que vraiment l'autrice nous fait réfléchir, mais sans nous dire qu'est-ce qu'on doit penser en fait, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, moi je vous recommande cette lecture parfaite pour l'été. Je continue avec le 3e tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Donc ici il s'agit de La Conquête de la Liberté, publié chez J'ai lu. Vous le savez, je continue toujours à lire cette saga de Robin Hobb avec ce 3e tome que j'aime toujours autant. On retrouve les personnages, on retrouve Althea et Bracken, on retrouve Kenneth, ce capitaine pirate qui souhaite conquérir une vive nef, ces fameux bateaux magiques qui s'animent, dont la figure de proue s'anime. Il y a aussi les serpents de mer, ces créatures là qui rôdent dans la mer, qui suivent en fait les navires marchands esclavagistes, puisque en fait quand il y a des traversées avec comme marchandises des esclaves, et ben forcément il y en a qui meurent et donc du coup on les balance par-dessus bord, et là les serpents de mer se régalent évidemment. Et puis on va suivre aussi Malta, donc qui est cette jeune fille qui a quoi, 12-13 ans, qui commence un petit peu la préadolescence, la puberté, et qui a envie de devenir une femme un peu trop vite. Elle se rend pas compte forcément des dangers, et sa mère et sa grand-mère essayent de la préserver, mais elle fait que des bêtises évidemment, elle n'écoute rien, et là elle va faire la rencontre des marchands des pluies, non, des marchands du désert des pluies, qui sont en fait dans une contrée un peu éloignée, qui sont des familles marchandes avec qui les familles marchandes de Terryville commercent depuis des générations et des générations, mais ces familles des déserts des pluies, ils sont un peu mutants, ils ont des malformations, enfin c'est un peu creepy comme ça. Ils se cachent derrière des voiles, des chapeaux et tout. Et Malta va faire la rencontre de l'un d'eux. Et puis on va suivre aussi Yémen qui est toujours sur son bateau contre son gré parce que son père le force à devenir mousse, à devenir matelot, alors que lui il n'a qu'une envie, c'est de poursuivre son apprentissage pour devenir prêtre. Et donc voilà, il va essayer de s'enfuir, enfin bref, il se passe plein de choses et j'adore cet univers marin, pirate, etc. En plus pour l'été, moi j'étais à l'océan quand je l'ai lu, donc c'était juste parfait. Et bien sûr j'ai le 4e et le 5e tome qui m'attendent sagement dans ma pile à lire, et bien sûr que je vais lire la suite parce que j'adore l'univers de Robin Hobb. Ensuite, j'ai lu La Formule de Dieu de José Rodriguez dos Santos aux éditions Pocket. Alors cet auteur, je l'avais déjà lu dans L'Ultime Secret du Christ. Voilà, c'était celui-ci. Que j'avais trouvé très bavard en fait, c'était beaucoup trop théologique pour moi dans l'Ultime Secret du Christ. Et ici on va être plus sur une thématique scientifique puisque comme vous le voyez à la couverture il y a Albert Einstein. Donc on va retrouver notre cryptologue portugais et historien Thomas Noronha, qui est donc le personnage récurrent en général dans la saga de Dos Santos. Et il va se voir confier une mission par le gouvernement iranien, celui de décrypter un code qui est inséré dans un manuscrit inédit d'Albert Einstein, et apparemment ce manuscrit, donc qui s'appelle La Formule de Dieu,
pourrait révéler la formule ultime pour faire une bombe nucléaire vraiment hyper destructrice. Et donc ils essayent de déchiffrer tout ça. Il y a un code qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer, donc ils vont faire appel à Thomas. Et avant de partir à Téhéran avec donc la jolie Adriana, donc qui est la protagoniste féminin qui est scientifique un petit peu et qui travaille pour le gouvernement iranien, et ben il va se faire approcher par la CIA, donc les Américains qui veulent eux qu'ils espionnent ou contre-espionnent, je ne sais pas trop, le gouvernement iranien et savoir si ce manuscrit d'Einstein est aussi dangereux que ça, parce qu'ils craignent évidemment que les Iraniens aient accès à une bombe atomique. Le pauvre Thomas, qui est pas du tout expert en espionnage, qui est pas du tout un agent secret, il va se faire confier cette mission. En plus c'est très dangereux parce qu'en Iran, si tu te fais choper et qu'on t'envoie en prison, tu peux te faire torturer, voire tuer, et personne ne peut rien y faire, les droits de l'homme, hein, voilà. Bref, voilà, on va être embarqué sur ces traces du fameux manuscrit d'Einstein avec beaucoup de thématiques autour de la relativité, enfin de la physique quantique, enfin beaucoup de principes d'entropie, enfin toutes ces notions un petit peu scientifiques. Moi j'avais un peu l'impression de réviser mes cours de physique de terminale. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? C'était une plutôt chouette lecture, ça se lit bien, franchement ça se lit bien, mais par contre je trouve que Dos Santos a vraiment une plume, voilà, très très bavarde, où en fait il prend donc Thomas Norona qui va aller voir différents protagonistes, différents personnages qui eux sont des sachants en fait, qui sont experts dans leur domaine, puisque Thomas lui il est historien et cryptologue, il connaît rien à la physique, aux mathématiques, etc. Donc il va rencontrer différents personnages et ça va donner lieu à des longs, presque monologues, enfin c'est des dialogues mais c'est des exposés scientifiques en fait, des espèces de leçons que Thomas va recevoir par ses personnages et parfois c'est long, ça traîne un petit peu en longueur, au détriment un petit peu de l'avancée de l'intrigue, parce qu'une fois qu'on est dans l'intrigue, qu'on est dans l'action, j'ai trouvé que parfois il y avait beaucoup d'ellipses, beaucoup de choses qui passaient à la trappe, il y avait des facilités scénaristiques et du coup je trouvais ça dommage parce qu'il y avait beaucoup de blabla et voilà, pas assez d'action, enfin c'était mal dosé pour moi. Après j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup de stéréotypes, notamment dans les personnages. Le personnage de Adriana, cette iranienne scientifique qui m'a fait beaucoup penser à Nadia El Mansour du Bureau des légendes, si vous connaissez cette série de Canal+, je crois. Série française où il va être question d'espionnage, d'agents secrets français. Un peu le même principe. Donc, si vous aimez le Bureau des légendes, vous verrez des similitudes dans ce livre-là. Il y a la mère de Thomas aussi qui est ultra stéréotypée puisqu'elle connaît tout de la vie parce qu'elle l'a vu dans le JT et elle est pleine de préjugés, de racisme, etc. Bon, c'était un peu limite parfois. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'il nous fait aussi voyager puisqu'on est au Portugal, puis on va aller en Iran, puis après on va partir au Tibet. Donc voilà, il va y avoir quand même beaucoup de voyages, donc ça c'était sympa. Dans ce style un petit peu thriller, ésotérique, scientifique, etc., je préfère personnellement largement Dan Brown, puisque je trouve que même si Dan Brown a un peu de mal à se renouveler ces dernières années, je pense quand même qu'il a un meilleur dosage en fait entre l'action et la réflexion, alors que Dos Santos en est beaucoup trop dans la réflexion, dans ses leçons scientifiques, philosophiques, théologiques, etc. Donc parfois c'est un peu lourd, ça mériterait d'être un petit peu raccourci. Mais bon, ce n'est que mon opinion, après ça se lit, mais c'est pas mon auteur préféré dans ce genre-là. Je continue avec un service presse qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition, donc Michel Demol. Donc c'est Malouise d'Edouard Moratpour. Donc je ne connaissais ni l'auteur ni la maison d'édition, donc quand j'ai reçu ce petit mail pour me proposer ça, bon, j'ai quand même lu la 4e pour voir si ça pouvait m'intéresser, mais j'ai quand même accepté parce que c'était l'occasion aussi de découvrir à la fois une maison d'édition qui pourtant n'est pas neuve puisque ça fait plus de 30 ans qu'ils existent, et un auteur aussi que je ne connaissais pas, et pareil il a quand même écrit 8 ou 9 livres, donc voilà. Alors sachez que Malouise est quand même nommée pour le prix Renaudot 2020, donc c'est quand même quelque chose. Donc ici on va suivre Louise qui est une jeune femme factrice à Paris. Elle vit sa petite vie tranquille, elle est pétillante, elle est pleine de vie, et un jour elle va amener une lettre recommandée à Arnaud qui est gynécologue réputé à Paris, qui est marié, qui a 2 enfants, qui est très catholique, qui va à la messe tous les dimanches, il est bien rangé
dans cette petite vie bourgeoise dans laquelle il s'ennuie un petit peu. Et ça va être un peu le coup de foudre entre les deux, en tout cas ça va grésiller, il va y avoir une attraction. Donc elle va lui amener peut-être 2 ou 3 lettres recommandées. Et puis elle va se lancer, Louise, elle va l'inviter à boire un café. Et il va accepter, et à partir de ce moment-là va naître une idylle entre les deux. Dans la ville des amoureux, à Paris, enfin c'est très romanesque, c'est très poétique, jusqu'au moment où il va y avoir un drame. Je vous dis pas de quoi il s'agit parce que je voudrais pas vous spoiler. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Je l'ai trouvé, la plume de l'auteur, vraiment très poétique, très belle. Il y a énormément de références culturelles, que ce soit cinématographique, musicale, de l'art, de la pop culture, il y a beaucoup de références. C'est très parisien, peut-être un peu trop pour moi. Beaucoup de références voilà, à des lieux de Paris, enfin, c'est un peu bourgeois bohème, vous voyez. J'avais peur qu'à un moment ça dire un peu trop bourgeois bohème. Mais non, ça va encore. J'ai trouvé quand même l'idylle entre... enfin la relation entre Arnaud et Louise très précipitée dès le départ. En plus, elle lui fait une déclaration d'amour dans ce fameux café où ils sont allés boire, qui était un peu too much, j'ai trouvé un peu cuculapraline, c'était très littéraire, très théâtral, et je me dis, il n'y a personne dans la vraie vie qui parle comme ça. Ça m'a semblé un peu étrange. Et lui, surtout, qui est très à cheval sur ses principes catholiques, dont la fidélité, j'ai été surprise qu'il accepte aussi vite cette idylle en fait. Et puis après, donc voilà, toute cette première partie qui dure à peu près 2/3 du roman, voilà, c'était très langoureux, très mielleux, très cuculapraline, et c'est vrai que moi, c'est pas trop ma tasse de thé, les romans, ces trucs comme ça. Mais à un moment donné, il y a un twist, il va se passer un drame, il va se passer quelque chose, et là, mon intérêt s'est un petit peu éveillé, moi qui suis fan de thriller et tout, donc là, franchement, ça m'a un peu plu, surtout que je ne m'y attendais pas, donc j'ai été agréablement surprise. Ce que j'ai aimé, c'est que la morale en prenne un sacré coup dans les dents. J'étais là, ouais, yes, on part dans une direction, je m'y attendais pas, c'était cool. Et puis, in extremis, la morale va être rétablie. Alors, on n'est pas quand même sur une happy end, la fin reste quand même un petit peu lugubre, mais j'ai trouvé ça dommage que la morale soit rétablie à la fin quand même un petit peu, hein, à moitié, parce que quand même, voilà. Je vous dirai pas ce qui se passe, mais je peux rien dire, c'est un peu frustrant. Voilà, alors j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit bien, j'ai vraiment adoré la plume qui est vraiment très belle, très poétique. Les chapitres sont courts, donc vraiment ça donne une frénésie de lecture, on engloutit les pages, ça se lit vraiment bien et vite. C'est un petit peu ce côté parisien bobo, pas vraiment Amélie Poulain, mais il y a un petit côté Amélie Poulain aussi, qui était assez sympathique. Après, voilà, la romance cucu, c'était pas trop ma cam. Le fait que la morale et que ce drame, ce twist, ce truc arrive quand même assez tardivement dans le bouquin, c'était un peu dommage. Enfin, j'étais un petit peu sur ma faim parce que ça allait très vite, justement, dans les dernières parties. Cela dit, ça se lit bien. J'ai passé un moment de lecture quand même assez intéressant. J'étais ravie de découvrir cet auteur, j'étais ravie de découvrir cette maison d'édition. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. En tout cas, moi je suis contente d'avoir fait cette lecture. Je continue avec Les âmes silencieuses de Mélanie Guyard aux éditions Point. Donc ce livre, je l'ai lu dans le cadre du prix du meilleur roman des lecteurs Point pour l'année 2021, puisque je suis membre du jury. Je crois que je vous l'ai pas dit. Si, je vous l'ai dit dans un vlog, dans mon précédent vlog. Donc je suis jurée pour le prix cette année. Donc je vais avoir 10 livres à lire d'ici la fin de l'année 2020, début 2021. Et ensuite on devra, moi et les autres membres du jury, voter pour le roman qu'on a préféré. Et je dois dire que ça commence quand même sur les chapeaux de roue, puisque Les âmes silencieuses, j'ai vraiment adoré ce bouquin et je m'y attendais pas du tout, parce que c'est pas ma cam d'habitude. On est sur du secret de famille, roman historique, sur fond de Seconde Guerre mondiale, et d'habitude c'est pas mon genre de lecture. Du coup, vraiment j'ai été agréablement surprise. J'ai adoré. L'histoire, on va suivre Loïc, qui est un trentenaire, il a 35 ans et sa vie est partie à volo du jour au lendemain, puisque il a surpris sa femme en train de le tromper avec un collègue de boulot et il a cassé la gueule à ce dit amant, et du coup il a été viré bien sûr de son boulot, et en plus de ça le tribunal l'a condamné à faire des séances de psychothérapie contre son gré, parce que lui il est pas du tout fan de ça. Et dès le premier chapitre on est embarqué dans cette séance chez le psy qui va mettre en exergue en fait
le fait qu'il manque une unité familiale dans la famille de Loïc et que c'est peut-être pour ça qu'il a eu ce geste malheureux envers l'amant de sa femme. Il va dire, enfin le psy va penser que le fait que la grand-mère maternelle de Loïc, qu'il n'a que très peu connue, était une mère-fille à une époque où c'était très mal vu, en plus dans un petit village dans les années 40, sous l'occupation allemande, que la mère de Loïc, Anaïs, ouais je crois, la mère de Loïc a eu deux enfants de deux pères différents, et voilà, du coup il manque une unité familiale, et Loïc fait preuve de sa plus mauvaise foi pour répondre à son psy que sa mamie décédée n'a rien à voir avec le fait que sa femme le trompe. Et une fois rentré chez sa mère, parce que évidemment il habite plus avec sa femme, il a dû retourner vivre chez sa mère, donc c'est un peu la loose. Sa mère va lui dire qu'elle a envie de vendre la maison familiale dans le Berry, la fameuse maison de la grand-mère décédée il y a 2 ans. Pour ça il faudrait aller vider en fait la maison des meubles, trier les affaires, etc. Et vu que Loïc n'a plus de boulot et qu'il a plus grand chose à faire, elle lui demande s'il serait pas d'accord pour aller faire ça dans cette maison familiale. Et lui qui étouffe à Paris, qui en peut plus et tout, se dit qu'un peu de campagne ça lui ferait du bien. Donc il accepte, il va aller dans cette fameuse maison familiale dans le Berry pour aller déterrer un petit peu les cadavres dans les placards, les fantômes du passé, les vieux trésors, etc. Alors déjà il sait que sa grand-mère était très mal vue dans le village. Elle a été pendue après la guerre puisqu'elle a été soupçonnée d'avoir couché avec l'ennemi, donc c'était vraiment très mal vu. On ne sait pas qui est le grand-père, on n'a jamais su qui était donc le père de Anaïs. Il va tomber dans le grenier sur un coffre qui contient toute la correspondance de sa grand-mère, notamment avec un certain mystérieux J. Et donc il se demande si c'est son grand-père, si c'est l'allemand en question avec qui elle aurait couché, enfin bref. Et du coup il va commencer à dépioter un petit peu toute la correspondance, à essayer de trouver des recoupements, de trouver les secrets, d'aller aux archives du village, etc. Il va mener sa petite enquête avec l'aide de Mathilde, qui est une trentenaire qui vient en vacances chez sa famille dans le village. Elle est flic de profession à Paris, mais là elle est en congé et du coup elle va l'aider pour essayer de déterrer un petit peu tous ces secrets familiaux. Sur fond de Seconde Guerre mondiale, et on a une alternance passé-présent. On suit un chapitre sur 2, donc Loïc en 2012 qui mène sa petite enquête, et puis en 1942-43 on va suivre Héloïse, donc la grand-mère, à l'époque où elle était jeune fille et sous l'occupation donc allemande dans ce petit village de campagne. Il va se passer plein de choses, va y avoir plein de secrets, de révélations, de secrets de famille, etc. Et c'était juste génial, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la plume de l'autrice qui est belle, poétique, qui est bien dosée, en même temps qui a beaucoup d'humour aussi, parce que dès la séance chez le psy, Loïc fait preuve d'un humour sarcastique, d'un humour noir comme j'aime. J'étais pliée en deux, c'était trop bien cette première scène. Et après il s'embarque dans la campagne, dans cette campagne qui est... on est loin de l'esthétique cottagecore, tu sais, champêtre, mignon, tout ça. Non, non, là on est dans une campagne qui peut être hostile, qui peut être un petit peu rude, un petit peu inquiétante, avec ces villageois qui ont la mémoire du passé et qui accueillent Loïc pas très bien puisqu'il est le petit-fils de la tondue. Et j'ai adoré aussi suivre l'éveil de cette maison, chercher un petit peu les trésors. Moi qui adore chiner, j'étais vraiment emballée par cette ambiance là. Nos 5 sens en fait sont mis à l'épreuve puisqu'on est vraiment dans les pas de Loïc pour découvrir cette maison. Il va rallumer le feu, il va ouvrir les volets, remettre l'électricité, l'arrivée d'eau, etc. Elle va reprendre vie et livrer un petit peu ses secrets dans cette ambiance un petit peu calfeutrée, un petit peu poussiéreuse. Et c'était trop bien! Et j'ai adoré, et je sais pas si j'arrive vraiment à vous en parler aussi bien que j'aurais voulu, parce que vraiment c'est un livre qui m'a profondément émue, qui m'a profondément touchée alors que je ne m'y attendais absolument pas. Oui, certes, j'ai pas l'habitude de lire des livres dans ce thème-là, Seconde Guerre mondiale, secret de famille, tout ça, donc peut-être qu'il y en a d'autres qui sont bien, mais pour moi c'était vraiment une vraiment chouette découverte, une petite pépite, un petit trésor. En plus la plume de l'autrice est tellement belle. En plus ce qui m'a vraiment touchée, c'est que j'aurais aimé moi aussi pouvoir aborder ce sujet de la guerre avec mes grands-parents
qui ne sont plus là malheureusement. Et je sais que mon papy, bon ils étaient très jeunes à l'époque, ils étaient enfants, enfin mon papy il devait avoir 5 ou 6 ans au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il a été pupille de la Nation d'ailleurs. Et apparemment, en fait ce qui était marrant c'est que durant ma lecture, j'ai eu un espèce de repas de famille. Et à un moment donné ma mère a évoqué en fait ce sujet de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on n'en parle jamais hein, dans la famille. J'ai l'impression qu'il y a quand même un voile de pudeur dans les familles par rapport à ce sujet-là. Elle disait qu'une fois que mon grand-père lui avait raconté qu'il avait assisté à une fusillade des Allemands, il était en haut d'une colline et il avait observé en fait une fusillade des Allemands sur des gens en fait qu'ils avaient fusillés, et alors qu'il était enfant, et j'imagine que c'était quand même une scène assez traumatisante pour un enfant, et il s'en rappelait encore des années et des années plus tard. Ça m'a beaucoup émue et je vais pas pleurer quand même. Voilà, je vous recommande vraiment cette lecture qui était vraiment super chouette et super émouvante, et j'ai adoré. Et pour finir, je vous parle aussi d'un autre livre que j'ai reçu dans le cadre du prix meilleur roman des lecteurs, point. Donc c'est le deuxième sur les 10. Je ne sais pas quels seront les 10 parce qu'on n'a pas eu la sélection, en fait ça sera un peu la surprise au fur et à mesure dans la boîte aux lettres. Mais j'en avais reçu deux, donc celui-ci et puis celui-là, donc Louvre de Jocelyn Guillois, donc aux éditions Point, où là on est aussi sur la thématique de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on va suivre l'exode en fait des tableaux, des œuvres du Louvre sous l'occupation allemande pour essayer de les sauver. Donc on va suivre le directeur du musée du Louvre qui s'appelle Jacques Jaujard, qui est vraiment un personnage qui a vraiment existé, qui va faire tout en œuvre pour organiser en fait ces convois pour essayer de sauver le maximum d'œuvres, que ce soit des peintures, des tableaux, des sculptures, plein de choses du musée vers d'autres abris un petit peu partout en France, notamment au château de Chambord qui a été la première planque un petit peu. Et donc on va suivre cette histoire à travers 3 points de vue et des journaux intimes en fait, 3 points de vue de femmes. Donc on a Marcel au début, donc juste avant la déclaration de la guerre en 1939, donc Marcel qui est l'épouse de Jacques Jaujard et qui va contribuer justement à amener ce premier convoi vers le château de Chambord. Elle va raconter un petit peu les étapes pour emballer les œuvres, pour bien les protéger dans les caisses, etc. Pour faire des camions, enfin essayer de trouver des camions à cochons, enfin des grands camions pour pouvoir transporter ces tableaux qui parfois sont immenses. Et tout ce convoi, tout ce processus pour essayer vraiment de passer inaperçu, de faire ça un petit peu en tsum tsum quoi. Ce que j'ai moins aimé c'est que à chaque fois on a des problématiques féminines. Bon là Marcel pour le coup, sa problématique c'est qu'elle veut un enfant, elle a 39 ans, elle a un désir de maternité et elle est un petit peu obsédée par le sexe, elle est obsédée aussi par les couples, par les femmes, est-ce qu'elles ont eu des enfants, est-ce qu'elles sont enceintes, est-ce que leur sein est gros, plein de lait ou pas, enfin voilà, elle est obsédée par ça et parfois c'est un petit peu lourd. Ensuite on va suivre Carmen, qui est la fille de 2 conservateurs du musée, donc ceux qui vont rester à Chambord pour conserver les œuvres, donc je sais plus comment ils s'appellent. Le couple, il y a Augustin et Louise je crois, Louise et Augustin, et leur fille donc Carmen qui a 13 ans, elle va faire 14 ans incessamment sous peu, et elle est au milieu de ses œuvres avec ses parents. Bon voilà, c'est une jeune fille qui se pose énormément de questions sur la préadolescence, le fait que son corps change, elle veut avoir ses règles, elle veut voir ses seins pousser, ses poils pubiens pousser, et elle se compare vachement au nu, à ces tableaux en fait de nu, et elle essaye de savoir voilà comment ça fonctionne tout ça, quand est-ce qu'elle va avoir ses règles. En plus elle se met un petit challenge un peu culpabilisant qui est si j'ai mes règles avant mes 14 ans qui sont dans un mois, et bien la France va gagner la guerre, si je les ai après alors ça sera l'Allemagne qui va gagner la guerre. Elle est un peu obsédée aussi par ça. Et en troisième partie on va suivre Jeanne Boitel, donc qui est aussi un personnage qui a existé, qui était une célèbre comédienne qui a arrêté de jouer sous l'occupation allemande. Et elle, Jeanne, là on est plutôt à la fin de la guerre dans les années 42 par là, 43, où en fait elle est à Paris, donc c'est vraiment la misère puisque les gens galèrent à se nourrir, etc. Et elle va faire la rencontre de Jacques et Marcel, donc les conservateurs, enfin le conservateur en chef du musée et sa femme. Il se trouve que là les Allemands occupent le Louvre et essayent d'inciter Jacques à rapatrier les œuvres au Louvre parce qu'ils veulent évidemment
Hitler veut avoir sa propre collection, son propre musée, et ils font bien sûr des spoliations d'œuvres, notamment chez les juifs, et ils entreposent tout ça dans la partie égyptienne du musée qui est fermée, Jacques et tout, non, enfin les Français n'ont pas accès à cette partie du musée, sauf Jeanne qui elle, en sa qualité de traductrice, puisqu'elle parle aussi bien allemand que français, et qu'en plus elle a fait des études d'art, histoire de l'art, etc., elle va être missionnée par les Allemands pour inventorier, pour faire un inventaire, mesurer, cataloguer, tout ça, tous les tableaux qu'ils ont réussi à amasser. Donc voilà, et puis elle va parce qu'elle fait partie aussi de la résistance, au même titre que Jacques, et du coup elle va, elle qui va pouvoir accéder, ça va être la seule française à pouvoir accéder à ces collections-là, elle va pouvoir aussi informer la résistance de tout ça. Et puis elle, sa particularité, c'est qu'elle vient de se faire avorter, alors que c'est parfaitement interdit par les Allemands et tout. Donc elle peut se faire arrêter pour ça. J'ai bien aimé la grande histoire, c'est-à-dire ce côté Seconde Guerre mondiale, occupation allemande, avec la volonté de sauver les œuvres du musée et cet exode en fait des œuvres vers d'autres parties de la France. J'ai beaucoup aimé. Par contre, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'on réduisait un petit peu les femmes à leur utérus en fait. Elles avaient vraiment leurs problématiques, donc que ce soit Marcel avec son désir de maternité, que ce soit Carmen avec ses règles, ou que ce soit avec l'avortement de Jeanne Boitel, j'ai trouvé que c'était un petit peu stéréotypé, un petit peu caricatural. Enfin, voilà, de résumer en fait un petit peu les femmes à leur seule problématique féminine autour de leur utérus et de leurs règles, de leur désir de maternité ou pas, enfin voilà, c'était un petit peu stéréotypé, un petit peu réducteur, voilà, j'ai trouvé c'était un petit peu dommage. Après ça se lit bien, franchement, le fait que ce soit des journaux intimes avec des dates, etc., donc ça se lit quand même assez vite. En plus il est pas très long, il fait quoi 216 pages, donc vraiment ça se lit super vite. C'était intéressant, on sent que l'auteur a quand même fait des recherches, il y a une partie qui est réelle mais une partie un peu fictionnelle, donc ça reste un roman, il y a des libertés d'interprétation de l'auteur, etc., mais il y a quand même un fond historique qui est réel, donc ça c'était plutôt chouette. Après voilà, c'était sympa mais sans plus, donc pour l'instant entre les deux, seul pour l'instant j'ai reçu que ces deux livres pour le prix, et mon préféré, bah évidemment vous l'aurez compris, c'est Les âmes silencieuses, mais peut-être qu'il sera détrôné par un autre, on ne sait pas, je vous tiendrai au courant évidemment. Voilà, c'en est tout pour ce très long bilan de lecture, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé, que je vous aurai donné envie de lire pourquoi pas certains de ces livres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous, quelles ont été vos lectures du mois d'août, et puis à me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et à aller voir une de mes dernières vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!